Milliardaire voit un garçon noir pauvre dans la rue avec le collier de sa fille disparue. Ce qu'il découvre change tout. Le monde de Robert Harrison s'est effondré au moment où il a vu le petit pendentif doré autour du cou du garçon noir assis sur le trottoir sale. Ses jambes ont failli le trahir, et il a dû s'appuyer contre sa voiture pour ne pas tomber. Ce collier ne pouvait pas être là. Ce ne pouvait pas être réel. C'était forcément son esprit qui lui jouait un cruel tour après 3 ans de recherche désespérée. Emma, murmura-t-il le nom de sa fille perdue, sentant son cœur battre de façon incontrôlable. Robert sortait d'une réunion d'entreprise au centre-ville de Miami lorsqu'il décida de prendre un itinéraire alternatif pour éviter la circulation. À 40 ans, il avait construit un empire immobilier évalué à 400 millions de dollars, mais toute sa fortune n'avait pas pu lui acheter la seule chose qui comptait. Retrouver sa fille de 8 ans, disparue sans laisser de traces lors d'une sortie au centre commercial 3 ans auparavant. Le garçon semblait avoir environ 11 ans et était appuyé contre le mur d'un bâtiment abandonné, jouant distraitement avec quelque chose par terre. Sa peau noire brillait de sueur sous le soleil brûlant de la Floride, ses vêtements étaient en haillons qui couvraient à peine son corps maigre, et ses pieds nus étaient couverts de blessures. Mais c'était ce collier scintillant sur sa poitrine qui fit que Robert se sentit comme frappé par la foudre. Il était exactement identique à celui qu'il avait offert à Emma pour son 7e anniversaire. Un pendentif en forme de papillon avec de petites saphirs bleus incrustés, fait sur mesure par un joaillier exclusif de New York. Il n'existait que 2 exemplaires dans le monde entier, et Robert gardait le second dans son coffre personnel. Robert freina brusquement, manquant de percuter un poteau. Ses mains tremblaient alors qu'il s'approchait du garçon, qui leva les yeux avec un mélange de curiosité et de peur. C'étaient des yeux intelligents, mais empreints d'une maturité triste qu'aucun enfant ne devrait avoir. « Salut, gamin, » dit Robert en essayant de contrôler sa voix qui menaçait de se briser. « Ce collier que tu portes? Où l'as-tu eu ?» Le garçon tint instinctivement le pendentif contre sa poitrine, ses muscles se tendant comme s'il était prêt à courir. « Je n'ai rien volé, monsieur. Il est à moi. »« Je n'ai pas dit que tu l'avais volé. » Robert s'agenouilla lentement, essayant de paraître moins menaçant. « Je suis juste curieux. Il est très beau et spécial. Ma grand-mère me l'a donné avant de mourir, » dit le garçon, une douleur ancienne dans sa voix jeune. Elle a dit qu'il appartenait à ma vraie mère. Ces mots firent presque arrêter le cœur de Robert. Ta vraie mère? Que voulait-elle dire par là? Le garçon hésita, visiblement mal à l'aise avec les questions. Je ne sais pas. Grand-mère disait beaucoup de choses étranges avant de partir. Sur comment je suis arrivé dans sa famille, sur des secrets qu'elle ne pouvait pas raconter. Robert ressentit un mélange accablant d'espoir et de terreur. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Marcus, répondit le garçon. Marcus Johnson. Mais grand-mère m'appelait parfois un autre nom quand j'avais de la fièvre. Quel nom? Marcus baissa les yeux, comme s'il révélait quelque chose d'interdit. Emma. Elle disait que j'aurais dû m'appeler Emma. Le monde tourna autour de Robert. Emma. Sa Emma avait disparu à 8 ans, et là se trouvait un garçon noir d'environ 11 ans portant le collier unique de sa fille et appelé par son nom par sa grand-mère adoptive. Comment cela était-il possible? Marcus, où habitait ta grand-mère? Depuis quand est-elle morte? Il y a 6 mois. Elle vivait à Little Haiti. Après son départ, il n'y avait plus personne, alors je suis venu dans la rue. Robert connaissait Little Haiti, un quartier où beaucoup de familles vivaient dans l'informalité, où les enfants pouvaient facilement disparaître des registres officiels, où quelqu'un pouvait cacher un enfant kidnappé pendant des années sans éveiller de soupçons. Marcus, as-tu des souvenirs de quand tu étais plus petit? D'une maison différente, peut-être une famille différente? Le visage du garçon se ferma, immédiatement. Non, j'ai toujours vécu avec grand-mère. Pourquoi poses-tu ces questions? Tu es de la police? Mais Robert remarqua quelque chose dans la réaction de Marcus, une lueur de reconnaissance dans ses yeux, comme si les questions avaient réveillé quelque chose profondément enfoui dans sa mémoire. « Je ne suis pas de la police, » dit Robert doucement. « Mais j'ai perdu quelqu'un de très important il y a 3 ans. Une fille qui portait exactement ce même collier. » Marcus toucha à nouveau le pendentif, cette fois avec moins de protection et plus de curiosité. Quel genre de fille? Intelligente, courageuse, qui adorait les papillons. Elle disait qu'un jour, elle volerait partout dans le monde pour aider les autres enfants. Quelque chose changea sur le visage de Marcus. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, et il murmura presque inaudiblement. Je rêve de papillons. Toutes les nuits.
Je rêve que je vole avec eux. Robert sentit les larmes aux yeux. Emma disait toujours qu'elle voulait voler avec les papillons. C'était sa phrase préférée. Marcus, aimerais-tu manger quelque chose? Il y a un restaurant pas loin où nous pourrons mieux parler. Le garçon étudia Robert longuement, comme s'il prenait une décision qui allait changer sa vie. Finalement, il hocha lentement la tête. D'accord. Mais si tu essaies de me faire du mal, je cours plus vite que n'importe quel adulte. Je ne ferai jamais ça, promit Robert. En fait, je pense que tu pourrais être la réponse à la prière que je fais depuis 3 ans. Alors qu'ils marchaient ensemble sur le trottoir, Robert savait qu'il était sur le point de découvrir une vérité qui changerait tout. Le garçon noir à ses côtés pourrait être la clé du plus grand mystère de sa vie. Et peut-être, juste peut-être, le miracle qu'il n'avait jamais osé espérer. Si vous êtes intrigué par ce mystère impossible et souhaitez découvrir comment un garçon noir peut être lié à la disparition d'une fille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre chaque révélation choquante de cette histoire extraordinaire. Dans le petit café cubain du coin, Marcus dévorait 3 sandwichs comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours, tandis que Robert observait chacun des mouvements du garçon, cherchant des signes familiers. La façon dont il tenait le verre de jus était étrange, avec la main gauche, exactement comme Emma. Encore plus perturbant était la manière dont il rangeait les serviettes en piles parfaites, une habitude obsessionnelle que sa fille avait développée à 6 ans. « Marcus, parle-moi de ta grand-mère. Comment était-elle » Le garçon arrêta de mâcher et ses yeux se remplirent d'une profonde tristesse. Grand-mère Grace était tout pour moi. Elle travaillait à nettoyer les maisons des riches pour me soutenir. Elle disait que j'étais spécial, que j'étais un cadeau de Dieu. Un cadeau? Elle disait qu'elle m'avait trouvé quand j'étais tout petit, abandonné à la porte de son église. Mais parfois, quand elle était très malade, elle disait des choses différentes. Robert se pencha en avant, le cœur battant. Quel genre de choses? Marcus regarda autour de lui nerveusement avant de chuchoter. Elle disait qu'un homme très puissant me lui avait confié, que je devais être caché jusqu'à ce que ce soit sûr, et que si quelque chose lui arrivait, je devais montrer ce collier aux bonnes personnes. Les bonnes personnes. Je ne sais pas qui c'est. Grand-mère est morte avant de pouvoir m'expliquer. Robert sentit un frisson lui parcourir l'échine. Marcus, ta grand-mère a-t-elle déjà mentionné le nom Harrison, ou parlé d'une fille nommée Emma? L'effet fut immédiat et effrayant. Marcus pâlit complètement, ses mains tremblèrent violemment, et il renversa le verre de jus sur la table. « Comment connais-tu ce nom » demanda-t-il d'une voix étranglée. « Quel nom? Harrison ou Emma » ? « Emma » chuchota Marcus. Grand-mère disait que je criais ce nom quand j'étais petit, que j'avais des cauchemars terribles et que je hurlais « Emma, Emma » jusqu'à ce qu'elle me calme. Robert sentit les larmes lui monter aux yeux. « Marcus, puis-je te montrer une photo » Le garçon hocha la tête hésitant. Robert sortit son téléphone et montra la dernière photo d'Emma, son sourire radieux dans le parc, portant le collier papillon, ses cheveux blonds brillants au soleil. La réaction de Marcus fut encore plus forte que la précédente. Il se leva si brusquement que la chaise tomba en arrière, ses yeux fixant l'image comme s'il avait vu un fantôme. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il en touchant inconsciemment son propre visage. « Ce n'est pas possible. » Qu'est-ce qui n'est pas possible, Marcus? Je connais cette fille. Je ne sais pas comment, mais je la connais. Elle apparaît dans mes rêves. Elle apparaît toujours. Robert se leva aussi, désespéré de ne pas perdre ce moment. Marcus, écoute bien. Je vais te dire quelque chose qui peut sembler impossible, mais j'ai besoin que tu essaies de te souvenir. De quoi? Il y a 3 ans, Emma Harrison a disparu dans un centre commercial à Miami. Elle avait 8 ans, les cheveux blonds, les yeux bleus, et portait exactement ce collier que tu portes maintenant. Marcus secoua la tête frénétiquement. Ça n'a pas de sens. Je suis noir, elle est blanche. Je suis un garçon, elle est une fille. Comment puis-je être? Marcus, interrompit gentiment Robert, et si je te disais qu'il y a des gens très mauvais dans ce monde capables de changer l'apparence d'un enfant, d'utiliser des médicaments, des teintures, voire des chirurgies pour faire en sorte qu'un enfant paraisse complètement différent? Le garçon s'assit lentement, assimilant les paroles. Tu dis que je suis, que j'étais. Je dis que c'est possible. Et il y a autre chose. Robert montra une autre photo, cette fois montrant Emma de 2 à 7 ans. Une progression montrant comment elle avait changé au fil des années. Regarde les yeux, Marcus. Ignore tout le reste et regarde seulement les yeux. Marcus étudia les photos en silence pendant plusieurs minutes. Peu à peu,
Son visage passa de la confusion à la reconnaissance, de la reconnaissance au choc, du choc à une tristesse dévastatrice. Les yeux sont pareils, chuchota-t-il enfin. Les yeux sont exactement les mêmes que les miens. Marcus, je dois te faire un test ADN. C'est la seule façon de connaître la vérité avec certitude. Le garçon le regarda, les larmes coulant sur son visage. Et si c'est vrai? Et si je suis vraiment cette fille? Qu'est-ce que ça signifie? Robert s'agenouilla devant lui, tenant ses petites mains tremblantes. Ça signifie que tu es mon enfant. Ça signifie que je t'aime plus que tout dans l'univers. Et ça signifie que nous avons été séparés pendant 3 ans par des gens très cruels, mais maintenant nous sommes réunis. Mais je ne suis plus elle, dit Marcus d'une voix brisée. Je suis Marcus. Je suis un garçon noir pauvre. Comment puis-je être ta fille? Tu es qui tu es? Dit fermement Robert. Peu importe les noms qu'on t'a donnés, l'apparence qu'on t'a forcé à avoir, ou les mensonges qu'on t'a racontés sur tes origines. Si tu es Emma, alors tu es mon fils, ma fille, mon enfant bien-aimé. Et rien au monde ne changera cela. Marcus se jeta dans les bras de Robert, sanglotant comme si des années de douleur se libéraient d'un coup. Et pour la première fois en 3 ans, Robert sentit que peut-être, juste peut-être, sa famille se réunissait enfin. Robert passa la nuit blanche à rechercher tout ce qu'il pouvait sur les transformations forcées chez les enfants enlevés, tandis que Marcus dormait dans la chambre d'amis de sa villa de Coral Gables. Le lendemain matin, il avait contacté la docteure Patricia Santos, la généticienne légiste la plus respectée de Floride, qui accepta de réaliser d'urgence les analyses ADN. « Monsieur Harrison, dit la doctoresse en prélevant des échantillons de sang sur les deux, je dois vous alerter sur quelque chose. Si vos soupçons sont fondés, nous sommes face à un cas de criminalité extrêmement sophistiqué. Modifier définitivement l'apparence d'un enfant requiert des connaissances médicales avancées et des ressources substantielles. Que voulez-vous dire par là? Que des personnes avec ce niveau d'organisation n'abandonnent pas facilement leurs investissements. Pendant qu'ils attendaient les résultats, Robert emmena Marcus voir la maison où Emma avait grandi. Ce fut une expérience dévastatrice pour tous les deux. Marcus traversait les pièces comme en transe, touchant les objets avec une familiarité troublante. « Cette chambre, dit-il en s'arrêtant devant l'ancienne chambre d'Emma, j'en rêve. Je rêve qu'il y a un lit avec des draps roses et un ours en peluche géant. » Robert ouvrit la porte, révélant exactement ce que Marcus avait décrit. Le garçon s'approcha lentement du lit et prit l'ours en peluche qu'Emma appelait « Monsieur Peluche ». « Monsieur Peluche », murmura Marcus automatiquement, puis regarda Robert avec des yeux écarquillés. « Comment ai-je su ce nom? »« Parce que tu l'as choisi lorsque tu avais 5 ans, répondit Robert d'une voix tremblante. À ce moment, le téléphone de Robert sonna. C'était la docteure Santos. « Monsieur Harrison, vous devez venir immédiatement au laboratoire. Et amener Marcus avec vous. Les résultats sont prêts? Oui, et il y a autre chose que vous devez savoir. » Au laboratoire, la docteure Santos les accueillit avec une expression grave qui fit vaciller le cœur de Robert. « Les analyses confirment, déclara-t-elle sans détour. Marcus est génétiquement identique à Emma Harrison. C'est la même personne. » Robert sentit ses jambes flancher, mais Marcus réagit différemment. Au lieu de choc, il hocha simplement la tête, comme s'il s'y attendait. « Mais il y a autre chose, continua la doctoresse. Nous avons trouvé des traces de médicaments très spécifiques dans le sang de Marcus. Des hormones synthétiques qui lui ont été administrées pendant des années pour modifier son développement physique et ses caractéristiques sexuelles. »« Qu'est-ce que cela signifie? » demanda Robert. « Cela signifie qu'Emma a été forcée de subir une transformation hormonale qui lui a fait développer des traits masculins. Sa peau a été artificiellement assombrie avec des injections de mélanine synthétique, probablement administrées tous les mois pendant 3 ans. » Marcus toucha son propre visage. C'est pourquoi grand-mère Grace m'emmenait toujours chez ce médecin bizarre. Elle disait que c'était pour me garder en bonne santé, mais je détestais ces injections. Grace Johnson était impliquée, dit la docteure Santos. Mais selon nos dossiers, elle aurait pu être contrainte. Nous avons trouvé des preuves qu'elle a reçu des paiements substantiels depuis un compte offshore ces 3 dernières années. Robert se tourna vers Marcus, sa Emma, les larmes aux yeux. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? » « Papa, dit Marcus utilisant ce mot pour la première fois, je me souviens maintenant. Pas de tout, mais je me souviens que tu me poussais sur la balançoire. Je me souviens de notre berceuse. Et je me souviens du jour où des hommes méchants m'ont emporté du centre commercial.
De quoi d'autre te souviens-tu? Je me souviens de m'être réveillé dans un endroit sombre et de ne pas pouvoir parler. Je me souviens d'un homme en blouse blanche disant que j'allais devenir un autre enfant. Et je me souviens que grand-mère Grace pleurait quand elle m'a vu pour la première fois. La docteure Santos interrompit la conversation. Monsieur Harrison, il y a quelque chose d'urgent que vous devez savoir. Ces médicaments que Marcus a reçus ont des effets secondaires graves s'ils sont arrêtés brutalement. Et selon nos estimations, la dernière dose a été administrée il y a environ 6 mois. Quand Grace est morte, murmura Marcus. Exactement. Son corps a déjà commencé à inverser certaines modifications naturellement, mais nous avons besoin d'une intervention médicale immédiate pour garantir que le processus reste sûr. À ce moment-là, le système de sécurité du laboratoire déclencha une alarme. La docteure Santos courut vers le moniteur et devint livide. Monsieur Harrison, il y a 3 hommes armés dans le parking. Ils viennent d'arriver dans une berline noire. Robert sentit son sang se glacer. Ils nous ont trouvés. Qui nous a trouvés? Demanda Marcus, mais même enfant, ses yeux reflétaient qu'il connaissait déjà la réponse. Les personnes qui t'ont transformé en Marcus, dit Robert en serrant la main de son enfant. Mais cette fois, ce sera différent. Cette fois, tu n'es pas seul. Robert sortit son téléphone et appela le détective James Rodriguez, son contact à la police de Miami. Rodriguez, ici Robert Harrison. Je suis au laboratoire Santos sur Biscayne Boulevard et j'ai besoin d'un renfort immédiat. J'ai retrouvé ma fille, et les personnes qui l'ont enlevée sont venues la chercher. Nous sommes à 5 minutes. Cachez-vous. Mais lors de son appel, la docteure Santos verrouillait les portes du laboratoire, le visage empli de peur. Monsieur Harrison, dit-elle, ils n'attendent pas. Ils arrivent maintenant. Le bruit du verre brisé résonna dans le couloir du laboratoire lorsque les 3 hommes armés forcèrent l'entrée par la porte latérale. Robert poussa Marcus derrière un établi rempli d'équipements pendant que le docteur Santos activait le protocole d'urgence, scellant les portes principales du laboratoire. Emma, appela une voix masculine froide depuis le couloir, « Nous savons que tu es là. 3 ans d'investissement ne seront pas gaspillés à cause de sentimentalisme. » Marcus se recroquevilla en entendant cette voix, ses yeux se remplissant de terreur. « C'est lui, murmura-t-il à Robert. L'homme en blouse blanche. Celui qui m'a transformé. » Robert sentit une rage meurtrière exploser dans sa poitrine. Ces monstres avaient torturé sa fille pendant 3 ans, la transformant en une autre personne, et maintenant ils venaient la récupérer comme si elle était leur propriété. Dr Marcus Steinberg, continua la voix, plus proche cette fois. Chef du projet Phoenix. Tu devrais être fier de ton travail, Emma. Ta transformation était notre chef-d'œuvre. Quel projet? Murmura Robert au docteur Santos. D'après ce que je comprends, répondit-elle à voix basse, une opération de trafic qui change complètement l'identité d'enfants enlevés pour les vendre sur le marché noir international. La porte du laboratoire principal commença à céder sous les coups des envahisseurs. Robert savait qu'il ne leur restait que quelques minutes avant d'être découvert. Marcus, dit-il en tenant le visage de son fils, il faut que tu sois très courageux maintenant. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Tu es Emma Harrison, ma fille, et tu es la personne la plus forte que je connaisse. Mais j'ai peur, papa. Emma a toujours eu peur des orages, mais ça ne l'a jamais empêché d'aider les autres pendant les tempêtes. Tu as ce même courage en toi. La porte céda enfin, et le docteur Steinberg entra dans le laboratoire accompagné de 2 hommes armés. C'était un homme grand, mince, aux cheveux gris et aux yeux froids comme la glace. Lorsqu'il vit Marcus caché derrière l'établi, il sourit avec une satisfaction sinistre. « Voilà notre petite œuvre d'art, » dit-il. 3 ans d'hormones synthétiques, de mélanine artificielle et de conditionnement psychologique. L'expérience parfaite de changement d'identité. « Vous êtes un monstre, » cria Robert, se plaçant devant Marcus. « Je suis un scientifique, » répliqua froidement Steinberg. « Et cet enfant représente des millions de dollars en recherche et développement. Elle vient avec nous. » « Jamais. » Steinberg fit un signe à ses hommes, qui pointèrent leurs armes vers Robert. « Monsieur Harrison, vous pouvez mourir héroïquement ici, ou vivre en sachant que vous avez fait le choix intelligent. Votre votre fille, a un destin plus grand que d'être votre animal domestique. » Quel destin? Il y a des collectionneurs très riches qui paient des fortunes pour des enfants modifiés. Emma sera vendue à une famille d'Europe de l'Est qui a spécifiquement demandé un enfant avec sa combinaison unique de caractéristiques.
Marcus se leva lentement de derrière l'établi, et Robert vit quelque chose changer dans ses yeux. L'enfant effrayé avait disparu, remplacé par une détermination féroce qu'il reconnut immédiatement. C'était la même expression qu'Emma avait lorsqu'elle décidait d'affronter ses peurs. « Je ne m'appelle pas Marcus », dit-elle d'une voix ferme. « Et je ne suis pas votre propriété. » « Ah, la personnalité originale refait surface, dit Steinberg avec un intérêt scientifique. Fascinant. Le conditionnement psychologique se défait plus rapidement que prévu. « Je m'appelle Emma Harrison », poursuivit-elle, en retirant le collier en forme de papillon de son cou. « Et ce collier appartenait à la fille que vous avez essayé de tuer. Mais elle n'est pas morte. Elle attendait juste le bon moment pour rentrer chez elle. » Emma lança le collier à Robert, qui le rattrapa les larmes aux yeux. C'était un signe, elle se souvenait de tout. À ce moment-là, des sirènes de police retentirent à l'extérieur. Le détective Rodriguez était arrivé avec des renforts. Police. Le bâtiment est encerclé. Steinberg perdit son calme pour la première fois. Impossible. Comment nous ont-ils trouvés aussi vite? Le docteur Santos sourit pour la première fois depuis l'invasion. Parce que j'ai activé le système de géolocalisation GPS du laboratoire quand vous avez brisé la première porte. La police connaissait notre position exacte depuis 15 minutes. Le combat qui suivit fut rapide mais intense. Les hommes de Steinberg échangèrent des coups de feu avec l'équipe du SWAT qui envahit le bâtiment, tandis que Robert protégeait Emma de son propre corps. Quand la fumée se dissipa, Steinberg était à terre avec une blessure à l'épaule, ses hommes menottés, et Emma était en sécurité dans les bras de son père. « C'est fini », murmura Robert à l'oreille de sa fille. « C'est fini pour toujours. »« Papa », dit Emma, et sa voix avait changé. Elle était plus aiguë, plus féminine, comme si son corps commençait déjà à inverser les changements forcés. « Je peux redevenir moi-même maintenant. »« Tu as toujours été toi-même, » dit Robert en l'embrassant sur le front. « Tu étais juste caché un moment. Mais maintenant, mon papillon peut voler librement à nouveau. » Alors que le détective Rodriguez emmenait Steinberg menotté, le médecin cria une dernière menace. « Vous croyez que c'est fini? Harrison, nous sommes une organisation internationale. D'autres viendront la chercher. » Mais Robert n'avait plus peur. Il avait retrouvé sa fille, il avait la vérité, et il avait la force d'un père qui ne cesserait jamais de protéger ceux qu'il aime. « Qu'ils viennent, » murmura-t-il pour lui-même. « Cette fois, nous serons prêts. » 18 mois plus tard, Robert était assis dans le jardin de sa nouvelle maison à Orlando, regardant Emma qui avait choisi de garder le surnom « EM » pour honorer son parcours joué avec Luna, la chienne labrador qu'elles avaient adoptée ensemble. Le soleil de l'après-midi illuminait ses cheveux, qui avaient repoussé longs et avaient retrouvé leur couleur blonde naturelle au fur et à mesure que les effets des médicaments disparaissaient. La transformation avait été lente mais miraculeuse. Le docteur Patricia Santos, qui était devenue plus qu'une médecin, elle était pratiquement de la famille maintenant, avait supervisé chaque étape de la réversion des modifications forcées. Les hormones synthétiques furent progressivement éliminées du système DM, sa peau revint lentement à son teint naturel, et sa voix redevint douce et mélodieuse. « Papa, » dit EM en courant vers lui avec un dessin à la main, « j'ai terminé le projet pour l'école. Tu veux voir ?» C'était un dessin d'un papillon sortant d'un cocon sombre, avec le mot « Renaissance » écrit en dessous en lettres colorées. C'est à propos de comment parfois on doit traverser des périodes difficiles pour devenir qui l'on est vraiment, expliqua-t-elle avec la maturité de quelqu'un qui avait vécu des expériences uniques. La prof a dit que mon histoire pourrait aider d'autres enfants qui ont vécu des traumatismes. Robert serra sa fille dans ses bras, encore impressionné par sa force et sa sagesse. EM avait décidé de partager son expérience dans un livre pour enfants sur la résilience, dont tous les bénéfices étaient reversés à des organisations luttant contre le trafic d'enfants. « EM, tu te souviens quand tu m'as demandé si je t'aimerais toujours même si tu étais différente? »« Oui, » répondit-elle en souriant. « Pourquoi tu me reparles de ça? » « Parce que je veux que tu saches que la réponse est toujours la même. Peu importe comment tu te vois, peu importe le nom que tu choisis d'utiliser, rien de tout ça n'a d'importance. Tu es ma fille bien-aimée, et tu le seras toujours. » EM se blottit contre lui. « Je sais, papa. Et tu sais quoi? Je pense que Marcus était aussi ton enfant. Il était la partie de moi qui a appris à être forte, à survivre, à ne jamais abandonner. Il m'a protégé quand Emma ne pouvait pas se protéger seule. » Cette perspective toucha profondément le cœur de Robert. Sa fille avait trouvé une façon d'honorer toutes les parties de son parcours,
même les plus douloureuses. Le processus judiciaire avait été long mais réussi. Le docteur Steinberg fut condamné à la prison à vie, avec 17 autres membres de l'organisation criminelle. L'enquête révéla que le projet Phoenix avait kidnappé et modifié plus de 40 enfants au cours d'une décennie. AM fut essentiel pour localiser d'autres victimes, ses souvenirs aidant la police à démanteler tout le réseau. Grace Johnson, comme découvert à travers des documents trouvés chez elle, avait été victime de chantage pour s'occuper d'AM. Sa propre petite fille avait été menacée si elle ne coopérait pas. Quand AM apprit la vérité, elle décida de visiter la tombe de Grace pour la remercier des soins qu'elle lui avait prodigués, même dans des circonstances impossibles. Elle m'a aimé comme elle a pu, dit AM ce jour-là au cimetière. Et elle m'a appris que la famille, ce n'est pas seulement le sang, mais c'est aussi ceux qui prennent soin de toi quand tu en as besoin. L'école d'AM était devenue un modèle pour montrer comment les institutions peuvent soutenir les enfants ayant survécu à des traumatismes complexes. Elle suivait une thérapie régulièrement, pas parce qu'elle était brisée, mais parce qu'elle était assez intelligente pour savoir que prendre soin de l'esprit est aussi important que prendre soin du corps. « Papa, dit AM cet après-midi dans le jardin, je peux te dire un secret. Toujours. Parfois, je rêve encore que je suis Marcus. Mais maintenant ce sont de beaux rêves. Je rêve qu'ils volent avec Emma, et qu'ils sont amis pour toujours. » Robert sentit des larmes de gratitude dans ses yeux. Sa fille n'avait pas seulement survécu au traumatisme, mais elle avait trouvé un moyen de le transformer en force et en sagesse. Cette nuit-là, en bordant AM dans son lit, elle dit quelque chose qui resterait gravé dans sa mémoire pour toujours. « Papa, tu sais quelle a été la chose la plus importante que j'ai apprise dans toute cette aventure? » « Quoi donc, ma chérie? » « Que le véritable amour peut te trouver n'importe où, sous n'importe quelle apparence, avec n'importe quel nom. Parce que tu ne m'as pas reconnu par mes yeux ou mon collier. Tu m'as reconnu par l'amour que tu as ressenti dans ton cœur. » Robert l'embrassa sur le front et chuchota. « Et cet amour ne changera jamais, peu importe combien d'aventures nous avons encore devant nous. » En sortant de la chambre, Robert réfléchit à la façon dont la vie lui avait appris que les miracles viennent parfois déguisés sous les situations les plus improbables. Il avait perdu une fille et trouvé un fils, pour découvrir qu'ils étaient la même personne depuis le début, son enfant bien-aimé, qui avait survécu à l'impensable et en était ressorti encore plus fort. Si cette histoire d'amour inconditionnel et de courage a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parce que parfois, les plus grands miracles de la vie arrivent quand on s'y attend le moins, déguisés en impossibilités que l'amour transforme en réalité.